Préparer sa retraite, épisode 1. Alors aujourd'hui, on va parler de l'organisation des systèmes de retraite en France en 2025, puisque je tourne cet épisode de podcast en février 2025. Et on va faire un focus également sur la réforme de 2024 qui a été conduite par la première ministre de l'époque, que vous connaissez tous, Isabelle Borne. Alors bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dédié à un sujet qui vous concerne peut-être déjà ou qui vous concernera tôt ou tard. En tout cas, je vous le souhaite, c'est la retraite. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher, comme je vous le disais, sur l'organisation des systèmes de retraite en France en 2025. L'enjeu est de taille, comment garantir une retraite digne pour toutes et tous, alors même, c'est le sens des difficultés qu'on rencontre, que la démographie évolue, que le marché du travail se transforme et que les perspectives budgétaires sont parfois incertaines, voire toujours incertaines. Donc nous allons examiner les principes fondamentaux du système. On va revenir pour ça sur les réformes passées, puis nous plongerons dans l'analyse de la réforme de 2024. Et pour finir, nous verrons les diverses opinions sur ce dispositif qui suscite, comme vous le savez, de grands débats en France. Alors, mon objectif dans cet épisode, c'est de rendre ce sujet clair, accessible, tout en restant le plus précis possible dans le vocabulaire. Bien sûr, je vais adopter un point de vue totalement neutre, en exposant les divergences qui existent à propos de ce système de retraite. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement, ou alors d'être attentif si vous écoutez ce podcast en marchant, en courant, en faisant la vaisselle, je ne sais pas, car nous allons ensemble démêler les fils souvent complexes de l'organisation de la retraite en France. Alors pour commencer, un bref rappel du système de retraite français et un bref rappel finalement des principes clés. Donc avant de plonger dans les changements les plus récents, on va revenir rapidement sur les fondements du système de retraite en France et rappeler que depuis plusieurs décennies maintenant, l'architecture de base repose sur la solidarité intergénérationnelle. Je répète, la solidarité intergénérationnelle, la solidarité entre les générations. Plus précisément, la majeure partie des retraites est financée par un système de répartition. Ça veut dire que les cotisations que vous et moi versons aujourd'hui sur nos salaires servent à financer les pensions des retraités actuels. À cela, on va ajouter des régimes complémentaires. Vous avez certainement entendu parler, pour les gens qui sont dans le secteur privé, de l'AGIRC, de l'ARCO, ou de différentes caisses dédiées aux professions libérales, ou aux indépendants, ou aux contractuels de la fonction publique avec Clearcountech. Bien évidemment, il y a également des dispositifs de capitalisation ou d'épargne individuelle. On parle généralement de PER, les plans épargne retraite. Donc le principe de notre système de retraite, il est multiple. Il y a un socle commun obligatoire dans lequel chacun cotise pour les retraités présents, et des compléments qui sont ou facultatifs ou obligatoires selon les secteurs d'activité. Alors ce système a longtemps été plébiscité car il incarne une forme de solidarité entre les générations, ce qui colle complètement à notre pays. Mais il fait également face à plusieurs défis majeurs, notamment l'augmentation de l'espérance de vie. Aujourd'hui, quand on a la retraite, on peut espérer toucher sa pension de retraite 10, 15 ou 20 ans, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Autre défi majeur, la baisse de la natalité. Donc ça fait des cotisants en moins. Et la montée en puissance de nouvelles formes d'emploi également qui nous interrogent quand on parle de freelance, d'auto-entrepreneuriat, etc., etc. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle le papy boom, qui fait suite au baby boom d'après-guerre. Ceux qui étaient des bébés après-guerre sont des papys maintenant. Donc ça, le papy boom est amorcé dans les années 2010-2020 et est venu accentuer la pression sur le financement, obligeant ainsi les différents gouvernements successifs à intervenir. La réforme des retraites n'est pas récente. Justement, les évolutions avant 2024 et un rapide panorama. Donc les grandes étapes de 2003 à 2020, on a eu en 2003 la loi Fillon, qui était ministre des retraites à l'époque, et
qui a mis en place un allongement progressif de la durée de cotisation et l'introduction de la décote. La décote, c'est une pénalité si l'on part à la retraite avant d'avoir validé l'ensemble des trimestres nécessaires. Et cette réforme a également mis en place la surcote, c'est l'inverse. C'est un bonus si l'on prolonge son activité alors qu'on a déjà atteint le nombre de trimestres suffisant. Il y a eu une autre réforme, d'autres réformes entre 2010 et 2014, et généralement elles ont pour objet de relever l'âge légal de départ à la retraite. On est passé progressivement de 60 à 62 ans. Il faut savoir que depuis les années 80, l'âge de la retraite était à 60 ans. Donc on est passé progressivement de 60 à 62 ans pour la génération née en 1955 et les générations suivantes. En fait, il y a un ajustement de la durée de cotisation pour tenir compte de l'augmentation de l'espérance de vie. En 2023, il y a eu un embryon de réforme dite systémique, où on évoquait déjà, qui avait pour objectif du moins de viser à unifier ou au moins en partie les régimes existants. L'objectif affiché, donc c'était une réforme qu'on dira Macron, c'était plus d'équité, avec un système à points qui s'appliquait à tous et une meilleure lisibilité pour les cotisants. Toutefois, cette application pratique s'est avérée plus complexe que prévu et le débat politique s'est avivé autour du niveau des pensions, des modes de calcul, de la reconnaissance de la pénibilité. Donc ça a été vraiment, vraiment très compliqué. Ça a été un des débats de post-Gilets jaunes. Ça n'a pas été simple politiquement. En parallèle, la question du report de l'âge légal de départ à la retraite est restée au centre des discussions. Les gouvernements successifs ont fait valoir qu'il était nécessaire de travailler plus longtemps pour équilibrer les comptes, tandis que certaines organisations syndicales et une partie, il faut bien le dire, de l'opinion publique refusaient de voir reculer encore l'accès à la retraite. Alors tout ça, toutes ces discussions, toutes ces complications, ça aboutit à la réforme de 2024, conduite par Elisabeth Borne, on en parlait en introduction. Donc cette réforme est intervenue à la suite de négociations tendues dans un contexte économique qui faisait suite à la pandémie de Covid-19, où les finances publiques se devaient d'être consolidées. Alors les grandes lignes, quelles sont-elles ? Déjà, un relèvement de l'âge légal de départ. L'un des points centraux et sans doute le plus médiatisé, c'est le passage de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. On l'a vu tout à l'heure, ça avait déjà été amorcé, mais maintenant c'est acté. Donc dans la continuité des réformes antérieures, la durée de cotisation requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein a également été augmentée. À horizon 2030, il est prévu que la plupart des générations doivent avoir validé environ 43 annuités pour prétendre au taux plein. On n'est pas à l'abri que le chiffre varie en fonction des situations personnelles ou de l'année de naissance. La réforme prend en compte également la pénibilité des carrières longues. Pour contrebalancer l'allongement de la vie active, la réforme de 2024 a introduit de nouvelles mesures en faveur de la pénibilité. Les gouvernements précédents avaient déjà instauré des comptes pénibilité permettant aux salariés exposés à des conditions difficiles d'acquérir des points et de partir plus tôt. La réforme Borne a étendu certains critères, notamment liés aux postures de travail ou au port de charges lourdes, tout en simplifiant la procédure de reconnaissance de cette pénibilité. Les carrières longues bénéficient également de dispositifs ajustés pour ceux qui ont commencé à travailler très jeunes, et afin que ceux-ci ne soient pas pénalisés. La autre grande ligne de la réforme, c'est l'équité entre les régimes, tout en préservant certaines spécificités, notamment en fonction publique, régimes spéciaux. La réforme de 2024 cherche une harmonisation beaucoup plus poussée. Donc les règles de calcul et d'ouverture des droits se rapprochent progressivement du régime général, avec des phases de transition bien plus ou moins longues selon les secteurs, pour éviter les conflits sociaux. L'information des assurés va être accentuée. Un volet important de la réforme Borne vise à améliorer la transparence et la lisibilité. De nouveaux services en ligne ont été créés pour que chacun puisse estimer sa future pension en temps réel, suivre ses cotisations et simuler des scénarios. Par exemple, on peut voir
de quel montant sera notre pension si on part à 62, 63 ou 64 ans. Et ça, vous pouvez le trouver sur le site Info Retraite. Alors l'esprit de la réforme, selon la première ministre de l'époque, c'est de sauvegarder le pacte intergénérationnel en tenant compte du vieillissement de la population. L'exécutif a insisté sur le fait qu'il était préférable de jouer sur l'âge légal plutôt que de diminuer sensiblement les montants des pensions. Pour avoir fait moi-même ma simulation, je peux vous assurer que c'est pas la peine d'abaisser encore plus. De plus, la volonté affichée était de renforcer les mécanismes compensatoires pour ceux qui exercent des métiers pénibles ou ont eu des carrières discontinues, parfois plus exposées à la précarité. Alors, quelles sont les différentes opinions et controverses qui ont été suscitées par la réforme Borne ? Bon, vous le savez, vous pouvez vous en douter, cette réforme n'a pas fait l'unanimité. Plusieurs points de vue se confrontent, tant du côté des économistes que des syndicats d'ailleurs, des partis politiques ou des citoyens eux-mêmes. Alors si on prend les arguments, dans un premier temps, les arguments en faveur de la réforme, on peut parler d'équilibre financier. Les défenseurs de la réforme estiment qu'il était impératif de repousser l'âge légal pour équilibrer les comptes. Sans cette mesure, les régimes de retraite auraient continué à creuser leur déficit, notamment sous l'effet du ratio croissant entre le nombre de retraités et le nombre d'actifs. Il y a de moins en moins d'actifs pour un retraité. Deuxième argument, c'est une solidarité renforcée. Certains estiment que la réforme Borne n'est pas un simple coup de rabot, mais qu'elle comporte aussi de réels progrès en matière de solidarité, notamment, on l'a dit, en prenant mieux en compte la pénibilité et les carrières longues. Donc cette démarche viserait à rendre l'effort plus soutenable pour les publics les plus fragiles. Autre argument, la lisibilité accrue, l'accent mis sur l'information des assurés, souvent salué. En proposant des simulateurs et en facilitant l'accès à son relevé de carrière, le gouvernement entend encourager chacun à anticiper ses droits et à réfléchir à ses stratégies en fin de carrière. Donc ça, c'était les arguments en faveur de la réforme, mais il y a également les critiques et les oppositions. Le premier argument, c'est l'injustice sociale. Plusieurs syndicats et associations jugent la réforme injuste. Pour eux, reculer l'âge légal revient à pénaliser ceux qui ont eu des métiers usants ou qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas prolonger leur activité sans risque pour leur santé. Beaucoup contestent ainsi le fait que l'espérance de vie supplémentaire soit forcément synonyme d'années de travail en plus. Pénibilité insuffisamment prise en compte. Malgré les ajustements, les syndicats estiment que la prise en compte de la pénibilité reste encore trop restrictive. Ils pointent le fait que beaucoup de métiers éreintants ne remplissent pas tous les critères administratifs pour bénéficier d'un départ anticipé. Autre critique, l'impact sur l'emploi des seniors. Les critiques soulignent que repousser l'âge de départ à la retraite sans prévoir de mesures fortes pour l'emploi des seniors risque de créer une situation paradoxale. D'un côté, on demande aux salariés de travailler plus longtemps. De l'autre, il demeure difficile sur le terrain de se maintenir dans l'emploi quand on approche de la soixantaine. Soyons clairs, il y a de la discrimination, parfois un manque de formation adaptée, etc. etc. Dernière critique, crainte d'une baisse des pensions. Certains experts et économistes redoutent qu'en prolongeant la vie active, le système conduise ceux qui ne peuvent pas atteindre les nouveaux seuils à partir avec une décote. Donc cela engendrera, selon eux, une baisse mécanique des pensions pour les plus vulnérables. Alors la France en 2025, comment se présente le paysage des retraites ? Donc en ce début d'année 2025, les premiers effets de la réforme Borne commencent à se faire sentir. Bien sûr, la mise en place complète et progressive, et plusieurs dispositions entreront en vigueur d'ici 2027 ou 2030. Néanmoins, on peut déjà dresser un état des lieux. Donc, il y a effectivement un allongement du temps de travail effectif. Les statistiques préliminaires montrent une légère hausse de l'âge moyen de départ à la retraite, conséquence directe du relèvement légal. Certains seniors, grâce aux mesures incitatives, prolongent leur activité, notamment ceux exerçant un métier de bureau ou ceux qui peuvent ajuster leurs horaires. Des métiers moins pénibles, parfois on peut effectivement ajuster. Les mesures transitoires, les pouvoirs publics ont prévu des dispositifs d'accompagnement pour éviter une marche trop brutale. Les carrières longues et la pénibilité ouvrent toujours droit à des aménagements. Sur le terrain, les salariés concernés expriment parfois des difficultés pour faire valoir ces droits. Il y a la théorie et il y a la pratique. Inquiétude persistante, les syndicats, mais aussi plusieurs économistes continuent de s'inquiéter de la soutenabilité du système.
craignant que d'autres ajustements ne soient à l'ordre du jour si la conjoncture économique demeure fragile. Donc les ajustements, peut-être une hausse des cotisations ou une baisse des niveaux de pension. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va aller vers plus de capitalisation, c'est-à-dire cotiser pour soi-même, notamment dans le cadre de PER. L'allongement de la carrière et la crainte d'une retraite moins confortable poussent certains actifs à se tourner davantage vers l'épargne individuelle, donc les PER, d'autres produits financiers également. Donc inutile de vous dire que le débat public reste vif sur la question d'une ouverture plus large à la capitalisation, jugée à la fois intéressante pour diversifier ses revenus, mais risquée en raison des aléas du marché. Alors, les perspectives et les pistes de réflexion pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut donner comme piste de réflexion ? On peut déjà partir de l'amélioration peut-être de la prise en compte de la pénibilité. Un nombre d'experts estiment que la réforme Borne n'est peut-être qu'une étape. Il est probable que la France devra, dans les années qui viennent, approfondir la réflexion sur la pénibilité. Certains métiers, je ne sais pas, aide-soignant, ouvrier du bâtiment, pourraient encore nécessiter des mesures plus spécifiques pour protéger la santé des travailleurs et leur permettre peut-être de partir plus tôt sans aucune décote. Il va falloir repenser l'emploi des seniors pour que le report de l'âge soit variable. L'emploi des seniors doit devenir une priorité. Comment encourager les entreprises à recruter ou conserver des collaborateurs plus âgés ? Faut-il mettre en place des dispositifs d'aménagement du temps de travail, des formations continues ciblées ou encore des incitations financières ? Donc plusieurs pistes sont étudiées au niveau national et européen, avec des expérimentations régionales qui commencent à voir le jour, dont on parlera probablement très prochainement. Bon, néanmoins, il faut garder un équilibre financier stable, donc l'évolution démographique, le vieillissement, la hausse de l'espérance de vie, les fluctuations économiques que l'on rencontre actuellement rendront la question budgétaire toujours plus délicate. Donc le système par répartition, qui est notre pilier du modèle social français, devra constamment être ajusté. Certaines voix préconisent même d'augmenter les cotisations ou d'élargir l'assiette, par exemple en incluant davantage certains types de revenus du capital, ou d'inclure les primes chez les fonctionnaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors est-ce qu'on va aller vers un système plus universel ? La France ne possède pas encore un système totalement unifié, c'est clair. De nombreux régimes spécifiques persistent. Une part de l'opinion publique et certains partis politiques continuent de plaider pour une simplification radicale, mais bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, notamment de ceux qui sont bénéficiaires des régimes spéciaux. Donc voilà, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que le système de retraite en France est un système qui est en perpétuelle évolution. L'organisation des systèmes de retraite en France en 2025 est incontestablement marqué par la réforme de 2024, bien évidemment, mais il est aussi le fruit d'une longue histoire des réformes. L'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite, l'adaptation de la durée de cotisation, la prise en compte accrue de la pénibilité, la simplification progressive des régimes spéciaux façonnent désormais le paysage. Toutefois, les débats ne sont pas clos. Le sujet des retraites reste toujours d'actualité. Donc finalement, il nous appartient à chacun de rester informé sur les différentes réformes. Et c'est un petit peu l'objectif de ce podcast et de tout ce que je vais pouvoir mettre en ligne sur les retraites. Donc j'espère que ce premier panorama vous a permis d'y voir plus clair, notamment la fameuse réforme de 2024. N'oubliez pas que l'objectif est de comprendre ces mécanismes pour mieux s'y préparer, car la retraite concerne tout le monde, tôt ou tard. Donc je vous remercie de votre écoute attentive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à me faire part de vos questions, de vos suggestions pour de futurs sujets. Mettez une note sur les principales plateformes de podcast. C'est comme ça que le podcast pourra être plus connu. Et puis surtout, j'ai envie de vous dire, restez curieux et prenez soin de vous.